Bon, du coup, on va commencer. On est déjà 120, donc on peut démarrer. Peut-être pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je vais présenter Habitat Participatif France. Du coup, nous, on est un mouvement citoyen qui fédère les acteurs de l'habitat participatif, donc à la fois les habitants, les futurs habitants, mais aussi les professionnels qui travaillent dans ce domaine et les élus qui s'y intéressent. On a quatre missions principales. Donc, comme j'ai dit, de fédérer l'ensemble de ces acteurs, de sensibiliser sur l'habitat participatif, d'accompagner l'émergence de l'habitat participatif sur le territoire et de mener des actions de plaidoyer pour faciliter cette émergence. Du coup, on mène toutes ces actions de différentes façons. D'abord, on organise des rencontres nationales. Donc, elles vont avoir lieu le 4 et 5 juillet. Vous pouvez le mettre dans votre agenda. C'est tous les 3 ans. C'est le 4 et 5 juillet. On fait aussi des portes ouvertes. Donc là, pendant tout le mois de septembre, il y avait des habitats participatifs qui ouvraient leurs portes. Et puis, on a aussi deux programmes. Donc, un programme sur l'habitat participatif et les quartiers populaires et un autre programme sur l'habitat participatif avec les seniors. Et du coup, c'est dans le cadre de ce programme-là qu'on a organisé ce cycle de webinaires. Du coup, ce cycle de webinaire, juste pour que vous sachiez, ça a été imaginé avec les membres du réseau, donc les professionnels, mais aussi et surtout des habitants et des futurs habitants directement concernés par ces thématiques. Et donc, l'idée, c'était d'avoir en fait de septembre à mars 5 webinaires qui portaient sur le sujet vieillissement en habitat participatif. Et donc, ça veut dire, voilà, est-ce qu'il y a des sujets comme est-ce qu'on préfère vivre en habitat monogénérationnel ou plutôt intergénérationnel? Est-ce que l'habitat participatif, c'est un moyen de vieillir ensemble jusqu'au bout? Voilà, plein de questionnements qu'on a séparés du coup en 5 webinaires. Et aujourd'hui, le premier webinaire, c'est vraiment un webinaire introductif qui vise vraiment, voilà, c'est un peu une entrée dans la matière pour essayer de voir en quoi ça peut être un cadre favorable au vieillissement, parce que c'est intéressant de savoir qu'il y a 65% des candidats à l'habitat participatif qui sont des seniors. Et donc, du coup, voilà, on s'est demandé pourquoi cette forme d'habitat est plébiscitée par les seniors, qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant, est-ce que c'est un cadre favorable ou pas. Et du coup, pour répondre à toutes ces questions, on a un super panel d'intervenants et d'intervenantes que je vais laisser se présenter. Les habitants, honneur aux habitants. Vas-y, Odile. Alors, Odile Guillemot, donc moi je suis habitante dans l'habitat participatif qui s'appelle Anagramme, situé à Villeneuve-d'Ascq, donc à proximité de Lille, dans le département du Nord, et qui est un habitat intergénérationnel. Et je passe la parole à leur habitant, à Louis-Marie. Oui, bonjour. Moi, je suis Louis-Marie Saguillot. Je suis à Grenoble, dans un habitat qui s'appelle Le Passage, depuis bientôt 30 ans. Et puis, comme ça se voit avec ma tête, eh ben, j'ai plus de 70 ans. Voilà. Je passe la parole, pardon, à Anne. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis pas habitante, enfin si j'habite, mais pas dans un habitat participatif. Je suis sociologue en fait et je travaille sur ce sujet habitat participatif et vieillissement depuis une quinzaine d'années. Et par ailleurs, je suis membre cofondatrice de l'association À l'âge qui promeut les habitats alternatifs dans l'âge. Et donc il reste Carole. Merci Anne. Donc, je suis Carole Samuel, je suis accompagnatrice de projets d'habitat participatif, plus précisément en Auvergne-Rhône-Alpes, où j'accompagne entre autres un groupe projet qui a l'envie de vieillir ensemble, puisqu'ils ont choisi de justement faire un projet monogénérationnel pour des personnes vieillissantes. Voilà, donc je suis intéressée par toute la question du vieillissement, de toute manière, au-delà de l'habitat participatif, pour des raisons personnelles. Et donc, on s'est rencontrés, on a eu envie de travailler ensemble. Et il y a un autre projet dont je suis proche aussi, dont je vous parlerai au cours du webinaire. Super. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation pour être intervenant.
Du coup, peut-être pour vous expliquer comment aujourd'hui ça va se passer. Alors déjà, pour information, de l'autre côté, vous êtes 145. On attend encore des personnes normalement, mais alors on espère qu'ils vont venir nous rejoindre après. On se demandait un peu qui était en face, donc je vais vous faire passer un petit sondage. Hop. Alors si vous pouvez le remplir, comme ça on sait un peu qui est là en tant que curieux, que futur habitant, que professionnel. Voilà, ça y est. Ça, on voit le sondage là qui se remplit. Super réactif. Je vais le laisser un peu le temps que tout le monde remplisse. Et puis après, je vous dirai un peu qui est là. C'est un peu frustrant de ne pas vous voir, mais on va essayer d'animer ça au mieux. Euh, voilà. Encore quelques personnes qu'on attend pour répondre. Encore un petit peu, on attend, c'est bientôt fini. Alors, bon, je vais mettre fin au sondage. Hop, je vous partage les résultats, comme ça vous pouvez voir. Donc on voit qu'on est 28% de personnes qui sont là pour découvrir, 10% qui cherchent un groupe d'habitants, 29% qui sont membres d'un groupe d'habitants ou futurs habitants, et un tiers quand même qui sont là à titre professionnel, représentant de collectivités locales. Ok, donc ça nous donne un peu une idée de qui est là. Du coup, peut-être pour vous expliquer comment ça va se passer là, cette prochaine heure, l'idée c'est vraiment au début, très rapidement, de vous rappeler ce qu'est l'habitat participatif, pour ceux qui viennent d'arriver. Ensuite, après ça, il va y avoir un échange table ronde avec les panélistes qui sont là. Et ensuite, vous inquiétez pas, il y aura du coup un temps questions-réponses à la fin. Alors, comment ça va se passer là? En fait, vous avez sur vos écrans un petit icône en bas de votre Zoom Q et R. Et c'est là-dessus que vous pouvez poser vos questions. Parce qu'en fait, comme on est beaucoup, on n'a pas ouvert le chat et on n'a pas ouvert les micros non plus. Donc c'est un peu frustrant, mais vous pouvez quand même communiquer vos questions tout au long du webinaire sur la petite icône Q et R. Et mes collègues Ludovic et Claire vont rassembler ces questions. Et à la fin de l'échange avec les panélistes, ils poseront les questions directement aux panélistes, quoi. En espérant voilà, que vous allez tous avoir les réponses que vous souhaitez. Voilà, et juste pour information aussi, s'il y a des petits problèmes de connexion, quoi, vous inquiétez pas, ce sera en replay. Vous pourrez revoir cet échange en replay. On vous enverra toutes les informations nécessaires à la fin du webinaire. Du coup, peut-être pour plonger dans le sujet, on voulait commencer par vous partager une petite vidéo. Alors, hop. Paola, il faut que tu... Ah oui, non. C'est bon? On regarde par ici, merci beaucoup. Alors là, vous êtes superbe, hein. 11 seniors ont imaginé cette copropriété d'un genre nouveau. On y va? Cheese! Régis et Françoise, les fondateurs, 76 ans. Marie-Hélène, Mayenne, 80 ans, et tous les autres. Ça passe pas encore? C'est plus du portrait, là. Avec 5 familles, 13 enfants et quelques célibataires,
les toits moineaux. Ah oui, pardon. Oui, alors pardon, je suis désolée. Il y a un moment, il y a dû y avoir une coupure de son, mais j'espère que vous avez pu voir quand même un bon bout de la vidéo. Euh, du coup, voilà, ça c'était un habitat participatif intergénérationnel à Villeneuve-d'Ascq qui s'appelle les Toits Moineaux. Donc tous les habitats sont pas comme ça, mais ce que vous allez retrouver dans beaucoup d'habitats, c'est vraiment, il y a trois choses à garder en tête. C'est que il y a le côté participation, donc c'est-à-dire que les habitants et les habitantes, ils vont participer à la conception de leur logement au niveau de l'architecture, au niveau, ils peuvent choisir le terrain, ils vont imaginer vraiment leur logement eux-mêmes. Ensuite, il y a des espaces communs. Donc vous avez pu le voir sur la vidéo, chacun a son appartement. Mais à la fois, il y a des espaces communs, il y a un jardin, il y a une buanderie, il y a une chambre d'amis où il peut y avoir les trois à la fois. Et puis enfin, il y a l'autogestion de ce logement par les habitants eux-mêmes. Donc c'est eux qui vont l'entretenir, qui vont en prendre soin, et ce tout au long de l'habitat. Donc voilà, quand on voit cette vidéo, je pense qu'on peut sentir assez intuitivement en quoi ça peut être un cadre de vie assez, enfin, super agréable même. Mais vous, de vos différentes perspectives, du coup, en tant qu'habitant, habitante, chercheur, accompagnateur, en quoi vous pensez que c'est un cadre qui peut être favorable spécifiquement au vieillissement? Du coup, Anne, peut-être si tu veux commencer. Le son. Excusez-moi, j'ai oublié de Voilà. mettre le son. Effectivement, donc on sent bien. Alors moi, j'ai eu des coupures aussi hein, sur la vidéo, mais bon, peu importe. Je ne sais pas si tout le monde a pu la voir. J'ai peut-être un problème de connexion. J'espère qu'on m'entend bien. Alors effectivement, on sent bien au travers de cette vidéo que l'habitat participatif peut être un cadre très favorable au vieillissement. En fait, toutes les études hein, sur le vieillissement montrent que nous disent que pour bien vieillir, il faut pour vieillir en bonne santé, pour être heureux, vivre avec bonheur sa vieillesse, il faut bien sûr être autonome, être libre, avoir toujours sa capacité de décision, ne pas se voir contraint dans ses décisions, pouvoir choisir. Premier élément. Et puis deuxième élément, être en lien avec les autres, ne pas être isolé, voilà, voir du monde et faire plein de choses avec plein de gens de toute génération. Donc sur le papier, hein, il est clair que l'habitat participatif est formidable pour bien vieillir. À partir de là, il y a quelques enjeux qui se posent. Le premier enjeu, c'est que effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour vieillir de cette façon-là. Parce que sinon, c'est vieillir comment? C'est vieillir chez soi. Ok, ce qui est très bien, mais au bout d'un moment, on peut se retrouver seul, isolé, éloigné des commerces, des centres-villes. Voilà, si on perd son entourage, ça peut être compliqué. L'autre solution, après, ça va être l'institution, se retrouver dans des résidences diverses et variées, jusqu'à l'horrible EHPAD, hein, qui fait un peu peur à tout le monde. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens hein, qui sont intéressés par un vieillissement en habitat participatif. Il y a en particulier forcément, puisqu'elles sont plus nombreuses et qu'elles vivent plus souvent seules, beaucoup de femmes âgées hein, qui sont intéressées par ce mode de vieillir. Et on voit bien qu'elles arrivent, hein, c'est le public majeur sur les projets aujourd'hui. Alors les enjeux, c'est de pouvoir rendre cette forme d'habitat accessible à tout le monde, en particulier peut-être à ces femmes âgées seules qui ont des petites retraites, hein, très souvent. Donc le rendre accessible à tout le monde, pas seulement en termes de capitaux économiques, mais aussi peut-être finalement en termes d'envie de ce type d'habitat, de connaissance des réseaux hein, qui le permettent. Voilà, rendre l'habitat participatif accessible à toutes et tous dans la vieillesse.
pour permettre aussi une forme de mixité, hein, puisse y avoir des gens effectivement avec des revenus élevés, des patrimoines élevés, d'autres qui le sont moins. Voilà, donc permettre le mélange, permettre l'accessibilité économique. Et puis le deuxième enjeu ce qui se pose là de plus en plus, hein, évidemment, c'est la question de ce qu'on va appeler peut-être le grand vieillissement, des premières difficultés cognitives, physiques qui apparaissent. Alors moi, je déteste évidemment le terme de dépendance, hein, qui est évidemment très qui est pas joli du tout, mais dont voilà, c'est comme ça qu'on parle en France. Alors ailleurs, par exemple en Allemagne, on en parlait tout à l'heure, on parle de besoin d'aide et de soins. Voilà, donc comment permettre en fait finalement qu'on puisse vieillir jusqu'au bout dans ces habitats, parce que moi, je pense que on n'a pas à en partir. Si on y est bien, si on y est bien depuis 10, 15, 20 ans, pourquoi en partir et surtout, pourquoi décider qu'on mettrait des gens dehors parce qu'effectivement, ils ont des difficultés. Voilà, donc c'est pas raisonnable de prendre les choses comme ça. Et de toute façon, elles ne se passent pas comme ça. Les gens vieillissent jusqu'au bout dans leurs habitats participatifs et fort heureusement. Voilà, donc un petit peu les deux enjeux, la question de l'accessibilité économique et puis du grand vieillissement. Voilà comment moi je vois les choses, voilà, aux habitants de dire comment ils les voient. Ouais, donc pour reprendre un peu ce que tu disais, Anne, du coup, effectivement, tu parles d'un habitat qui favorise un peu, dans lequel on se sent plus autonome, plus libre, tout en restant chez soi. En même temps, le fait qu'il y ait des liens et de l'entraide aussi, ça permet de retarder l'âge de la dépendance. Du coup, Odile et Louis-Marie, vous, de votre expérience concrète d'habitant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que ça résonne avec votre expérience? Est-ce que c'est un cadre que vous trouvez aussi favorable? Odile, si tu veux commencer. Oui, donc écoute, moi je parle depuis mon habitat où nous sommes 10 familles, hein, donc 10 familles depuis 33 ans, avec du renouvellement. Il y a eu un peu de renouvellement, il y a eu 6 familles qui ont tourné depuis tout ce temps-là. Donc c'est vrai que qu'est-ce qui est favorable au vieillissement dans notre habitat? Euh, un point qui me paraît très important, c'est la participation de chacun, quoi. C'est un lieu où chaque habitant est amené à être actif et à rester actif. Dans tout ce qui concerne la vie commune, c'est-à-dire aussi bien être interpellé par les jeunes ou les moins jeunes, mais être interpellé pour des échanges de services, aller chercher un enfant à l'école, pouvoir dépanner sur une garde d'enfants un mercredi matin, mais également participer à toutes les décisions de la vie collective, puisque dans un habitat participatif, tu le disais bien, tu le rappelais, Anne, la gestion est commune, donc aussi bien toutes les décisions, les travaux qu'on va entreprendre ensemble, des accueils qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans nos locaux communs, des spectacles qu'on va accueillir, enfin toutes les actions communes qui peuvent se dérouler dans les espaces communs, eh bien, une personne en particulier, parce qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui, vieillissante, va être totalement impliquée dans la vie. Et ça, rester acteur et être actif de sa vie, je crois que c'est vraiment une chose essentielle et vraiment durable. Alors, dans un habitat participatif, on n'est jamais isolé. Par définition, on n'est jamais isolé. Tout le monde se connaît. S'il y a un événement important chez quelqu'un, on va enfin, s'il y a besoin d'aider quelqu'un, on va le savoir très vite et il va y avoir des aides, des échanges de services qui vont très spontanément se mettre en place. Alors, je peux bien sûr citer des échanges de services ou d'aides concernant la maladie. Donc, chez nous, on a été confrontés à des grandes maladies, des fins de vie aussi. Et on a pu constater l'entraide qui se met en place entre les habitants, quoi. Un habitant malade n'est jamais isolé. Il va être visité par les autres qui vont lui apporter de l'aide, de l'accompagnement, des conduites, une présence, une écoute. Voilà, ça c'est des choses qu'on a vécues. On a eu l'expérience dans notre habitat de vivre ça à plusieurs reprises, donc ça je peux en témoigner. Je dirais, après ça, chez nous, on n'est pas encore confronté au grand vieillissement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de personnes dépendantes ni qui ont besoin d'aide en permanence. Mais par contre, d'être rassuré et soutenu, par exemple, je dirais dans un habitat participatif, voilà, ça c'est une chose qui est très favorable au vieillissement. Une personne, enfin voilà, on est rassuré, on est soutenu, on se sent écouté. Ça résonne bien sûr avec le fait qu'on n'est jamais isolé. Voilà, Louis-Marie, je te passe peut-être la parole.
Oui, merci Odile. Oui, bonjour, je suis donc Louis-Marie Saglio, je suis dans un habitat participatif à Grenoble, dans Grenoble, quasiment en centre-ville, qui s'appelle Le Passage. Alors, c'est plus petit qu'Anagramme, c'est 5 logements que nous avons construits en autopromotion il y a une petite trentaine d'années. Euh, les 5 logements sont répartis entre le premier étage et le quatrième étage, et tout le rez-de-chaussée est commun, avec une salle commune, un studio d'accueil, et puis des dépendances, cuisine et autres. Hein. Euh, Comment est-ce qu'on a constitué ça? C'était 5 familles de réseau de copains. Et donc, quand on a pensé ça, il y a un peu plus de 30 ans, effectivement, on avait tous entre 40 et 50 ans, et on avait tous des familles avec de 2 à 4 enfants. Et, eh ben, aujourd'hui, 30 ans plus tard, euh, voilà, on est tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun départ. Tout le monde se trouve bien ici. C'est assez rare de constater que même s'il y a eu des gens qui sont partis bosser à Paris, ils rentraient le vendredi et ils n'ont pas quitté leur logement. Euh, voilà, ça veut dire qu'on a tous plus de 70 ans. Et ça veut dire qu'on n'est plus les 10 adultes qu'on était au départ, on n'est plus que 7. Il y a eu trois décès depuis, difficile à vivre évidemment, puisque on a accompagné ses voisins jusqu'au bout. Hein. Euh, Aujourd'hui, ben, on n'a plus d'enfants ici, donc nos appartements sont trop grands, enfin trop grands, sont grands, hein, puisque on avait entre 2 et 4 enfants, donc c'est des appartements qui font entre 90 et 130 mètres carrés. Euh, du coup, notre studio, comme on a de la place chez nous, quand il y a une famille, des voisins qui reçoivent du monde, il n'y a pas de problème pour loger. Et du coup, on s'est donné collectivement cet objectif disons, attribuer à notre studio d'accueil le rôle d'accueillir des migrants. Et ben voilà, depuis plusieurs années, on est en lien avec une association d'accueil et il y a des migrants qui passent et qui peuvent souffler pendant un mois et demi, euh, sans être obligés de partager une chambre dans une famille. Et donc, bon, pour nous, c'est vraiment un élément collectif qui nous rassemble, hein, cette démarche d'accueil. Bon, à part ça, on se retrouve, on a pris l'habitude aussi d'un repas hebdomadaire, puisque on en reparlera peut-être après, mais effectivement, dans les 7 adultes qui sont encore ici, il y en a 2 qui sont quand même aujourd'hui euh, bien affaiblis par la maladie. Et donc, c'est utile de pouvoir se retrouver, tous ceux qui seront disponibles un soir, c'est déjà pas une obligation, mais toutes les semaines, on fait un repas en commun. Ça permet d'échanger, ça permet de s'assurer que les gens qui ont des difficultés peuvent les dire. Voilà. Je fais bref. Merci Louis-Marie. Du coup, ça me fait penser aussi, parce que bon, moi je suis allée dans vos enfin, non, chez Louis-Marie dans l'habitat participatif, et Odile, tu m'as aussi beaucoup parlé d'Anagramme. Juste, je voulais rebondir sur le côté des espaces communs. Je sais qu'Anagramme aussi, vous en faites enfin, vous l'utilisez beaucoup aussi pour faire des projets un peu citoyens. Et donc, pour rebondir un peu sur ce que disait Louis-Marie, le côté se sentir encore acteur et le fait de le faire de manière collective, ça aussi, ça. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus comment ça se passe chez Anagramme? Oui, tout à fait, Paola. C'est-à-dire que c'est vrai que chacun est interpellé. Et ça aussi, pour répondre à cette question de cadre favorable au vieillissement, bah, je trouve que c'est quelque chose de très favorable d'être interpellé. Finalement, presque malgré soi, on est interpellé parce qu'il se passe toujours des choses. Dans les espaces communs, il se passe toujours des choses. Donc, on va être interpellé. Est-ce que tu veux participer? Qu'est-ce que tu pourrais faire? On a besoin de ci, on a besoin de ça. Quelles sont tes idées? Donc, tant au niveau de l'accueil, donc un peu comme chez Louis-Marie, c'est vrai que nous aussi, on accueille un mois par an, on accueille des migrants. Et puis après, occasionnellement aussi, on a répondu à des demandes pour des accueils d'urgence.
et dans lesquels les uns et les autres des habitants se sont impliqués selon leur disponibilité, selon aussi leurs envies, leurs motivations, mais en tout cas, chacun se sent interpellé et impliqué dans cette démarche collective qui n'intervient pas dans nos vies privées, hein, puisque je le redis pour ceux qui nous écoutent et dont certaines connaissent peu l'habitat participatif, nous avons chacun des logements privés, hein, il y a bien un lieu de vie privé pour chaque famille, mais qui jouxte des espaces communs, donc avec, chez nous c'est une maison commune dans laquelle on a une grande salle polyvalente, salle à manger si je puis dire, hein, une cuisine, une laverie et une chambre d'hôte. Et donc, chacun se sent impliqué dans ce qui va se passer et peut accompagner des projets dans cette maison commune. On a souvent aussi par exemple, des artistes émergents, on en avait ce week-end, hein, ce spectacle de théâtre, eh bien, on accueille les acteurs, on réunit les objets dont ils vont avoir besoin pour pour leur mise en scène, on organise le réseau des gens invités, etc. Enfin, il se passe toujours des choses. Et donc, en ça, chaque habitant, et c'est pour ça que je dis, il est interpellé à la hauteur aussi de ses envies, de son dynamisme. Et puis, ça suscite aussi ça donne des idées. Enfin, on voit parfois des idées qui émergent qu'on n'aurait pas eu tout seul ou qu'on ne pourrait pas avoir tout seul chez soi. Mais grâce à la maison commune, ça rend possible. Alors, ça peut être aussi des rencontres amicales, des rencontres associatives, hein, de tous ordres, hein. Il y a beaucoup d'associations aussi qu'un habitant connaît, il va accueillir les gens de son association. Bon, bien sûr, ça peut être un repas de chorale de fin d'année, mais ça peut être aussi un stage de yoga, de danse ou de choses comme ça qui se passent dans les locaux communs. Voilà, une vie qui se crée et qui est animée par chacun. Et c'est vrai que là, la participation de chacun, je pense que dans le cadre, là, pour revenir à la question favorable au vieillissement, c'est bien évident que quand chacun se sent interpellé, eh bien, il reste acteur de son univers, quoi. Et c'est ce qu'on vit Et grâce peut-être, à pardon, cette... ouais, une dernière petite question avant de laisser la parole à Carole, juste justement sur le quotidien, cas de favorisement, etc. Comment ça se passe la vie avec les plus jeunes? Est-ce Oui, qu'il y a cette image de voilà, les plus âgés vont aider les plus jeunes? oui. Est-ce que Alors c'est justement, là, vraiment je peux en... comme ça qu'on s'imagine je- ou est-ce que c'est un peu un fantasme? Effectivement, je peux en parler puisque chez nous, on a la chance d'avoir eu des renouvellements avec, j'en reparlerai tout à l'heure, avec des familles jeunes, hein. Donc, nous, sur les 10 familles, maintenant, il y a 2 familles avec des enfants. Alors, ce qui est aussi en plus qu'il faut vraiment beaucoup compter, c'est les petits-enfants parce que surtout pendant les vacances scolaires et le mercredi, il y a aussi quand même beaucoup de petits-enfants qui viennent ici. Eh bien, il se crée, alors à la fois, il y a beaucoup de liens d'amitié qui se créent entre des jeunes enfants et des seniors. Nous, ici, il y a des situations comme ça. Il y a des mamies d'occasion qui sont vraiment adoptées par des jeunes, des enfants qui savent chez qui aller frapper pour demander une paire de ciseaux, et puis tu vas faire un dessin avec moi, et puis tu vas me raconter une histoire. Voilà, ça se fait. Les enfants, ils savent très bien à quelle porte ils vont être bien accueillis et où ça va bien se passer. Ils savent aussi qu'il y a des portes où ça fonctionnera moins bien. Donc ça très naturellement, ça se régule. Et puis, eh bien, les seniors chez nous organisent par exemple des ateliers, surtout pendant les vacances scolaires, quand il fait beau dehors. C'est assez informel, hein, mais ils savent que voilà, il y a des petits-enfants qui sont là. Les enfants d'ici ont l'habitude qu'on va aller demander à un tel et un tel pour faire un super atelier peinture, étaler des bâches par terre, voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, au niveau du quotidien, beaucoup d'échanges entre les générations. Et puis après ça, un autre petit volet aussi, c'est les services. Les familles avec des jeunes ne vont pas hésiter à mettre, notamment c'est sur le groupe WhatsApp, hein, une petite question, qui peut récupérer un tel à la garderie de l'école, qui peut garder mon enfant ce soir jusqu'à 7 heures, voilà, j'ai un retard. Et c'est très facile entre nous bien sûr, on se connaît, on connaît les enfants, les enseignants nous connaissent, donc on peut se rendre ce genre de service, quoi. Des échanges de services entre plus jeunes et plus vieux, si je puis dire, ça fonctionne très bien au quotidien. Merci Odile. Et du coup, Carole, peut-être, on a perdu. On a des petits soucis de connexion ici et là. J'espère qu'on va y pallier. Je rajouterais juste quelque chose par rapport à Anagramme que je connais bien. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Ils font aussi des ateliers vélo fantastiques. Ils font quoi? Des ateliers vélo avec des vélos complètement extraordinaires. Ouais, du coup, c'est dommage. C'était pour avoir un peu une perspective justement en tant qu'accompagnateur, tout ce Elle qui est va sur la... revenir. Ouais, je pense qu'elle va revenir après pour l'accessibilité justement de l'habitat participatif, le rendre accessible à d'autres. On attend juste quelques minutes et puis après, sinon,
Bon. Bon, du coup, bon, en tout cas, ce qu'on voit là après ce premier échange, c'est que effectivement, que ce soit sur la vidéo ou vos expériences ou ce que tu dis, Anne, c'est que on voit que c'est un cadre qui est agréable, qui retarde. On n'a pas encore parlé vraiment du grand vieillissement, mais en tout cas, ça peut retarder l'âge de, alors pas de la dépendance, on n'aime pas ce mot, mais en tout cas du grand vieillissement. Et parce qu'il y a des systèmes d'entraide, il y a des échanges entre les gens, on se sent acteur parce qu'on participe à des projets collectifs citoyens, on est sollicité, on n'est pas tout seul chez soi. Donc on voit que c'est un cadre où il y a beaucoup de vie. Donc voilà, que ça, c'est pour ça que ça peut justement retarder le vieillissement. Après, c'est intéressant aussi quand j'écoute vos deux témoignages, c'est que ce soit Odile ou Louis-Marie, donc déjà des habitats différents. Hein. Odile, c'est un habitat intergénérationnel avec 20 logements, donc il y a des jeunes, il y a des plus vieux. Louis-Marie, c'est un habitat monogénérationnel avec 5 logements. Mais que ce soit l'un ou l'autre, vous l'avez fait il y a 30 ans entre copains. Vous n'avez pas pensé habiter ensemble pour penser retarder le vieillissement, etc. Ce n'était pas prémédité, ce n'était pas pensé, quoi. Et du coup, concrètement, maintenant, le vieillissement, enfin, bon, il n'est pas encore là, mais il est un peu Oui, plus là qu'avant. Il est un peu plus là ouais, qu'avant. Et du coup, comment est-ce que vous vous adaptez à ça tous les jours? Comment est-ce qu'on fait avec, vous en avez parlé brièvement, mais comment est-ce qu'on fait avec un voisin dépendant? Est-ce qu'on s'imagine veiller ensemble jusqu'au bout? Comment est-ce qu'on fait avec... Ah, Carole est revenue. Carole, tu nous entends? Oui, ça va, je suis là. Euh, Du coup, bon, j'arrive au bah, moment où je peux m'exprimer sur la question ou oui, bah, vas-y, on va juste faire un. On avait commencé la deuxième partie, mais tu peux clore sur la première partie en disant vraiment, du coup, de la perspective d'accompagnateur, comment voilà, est-ce que toi, des témoignages que tu as eu des gens ou quand tu as accompagné des personnes, pourquoi est-ce qu'il y avait cette motivation pour habiter dans l'habitat? Pourquoi c'est un cadre tellement favorable? Ouais. Alors en fait, du coup, moi, dans l'optique de cette question, j'ai essayé de relever de manière synthétique ce que je voulais partager. Donc, comme Anne Labi l'a présenté en introduction de cette question, l'habitat participatif est un lieu de création de liens sociaux et de solidarité. Et moi, en fait, j'ai été appelée à accompagner un groupe de personnes qui, en fait, créent un habitat participatif. Et il y en a une petite partie qui vivent déjà dans un habitat participatif. Mais en fait, c'est un habitat participatif qui est intergénérationnel. Et ils se sont dit, c'est chouette, c'est déjà super chouette, ça leur a donné un bel élan. Mais ils se sont dit, nous, on veut aller plus loin et on voudrait faire un habitat participatif monogénérationnel, donc entre personnes seniors, pour justement considérer totalement les besoins de ces personnes seniors dans le lieu. Donc, ces personnes-là, à un moment donné, au cours du parcours d'accompagnement, on s'était posé des questions très pratico-pratiques sur, bah, tiens, comment il faudrait aménager le lieu, quels seraient les éléments le plus urgents à mettre en place au niveau architecture très pragmatique. Donc, pour du coup répondre à ces questions-là, les habitants ont organisé ce qu'on avait appelé un workshop, un petit atelier avec des personnes de leur entourage. Donc, les personnes qui étaient venues à cet atelier étaient donc des professionnels, un architecte, mais il y avait aussi une ergothérapeute, un cadre de santé en EHPAD et une coordinatrice du réseau ADMR. Donc, voilà, je pense que le public connaît les acronymes. Et en fait, ce qui a été très intéressant, c'est que nous, on était là avec des questions un peu pragmatiques sur qu'est-ce que c'est les maladies qui touchent les personnes seniors. Voilà, on voulait en savoir plus. Comment il va falloir trouver des éléments pour mettre les personnes en sécurité physiquement. Et en fait, la réponse qui a été dite dans cet atelier qui a duré une demi-journée, c'était que finalement, les personnes seniors ont beaucoup plus besoin de cet entourage humain qui est celui que propose l'habitat participatif pour finalement éviter l'effet de glissement plutôt que la rambarde au bon moment qui finalement est importante mais va être moins nécessaire quand on a justement ce lien qu'expliquait très bien avant que je disparaisse Odile et qui est témoigné dans plein d'habitats participatifs. Là, on a des témoignages qui se recoupent dans plein de situations. Donc ça, c'était un point que je voulais partager. Et puis, il y a un autre point, pour pas trop m'étaler. En fait, je trouve que ce qui est intéressant dans la question, enfin dans la place des seniors dans l'habitat participatif, c'est que les habitats participatifs, c'est des lieux où on va souvent chercher à questionner,
voire à déplacer des limites sur des sujets de société. Et on ose parce qu'on s'attache à la relation à l'autre, on s'attache au mode de communication entre nous. On va aller prendre à bras le corps des questions qui, dans notre société, restent encore tabous, comme par exemple la dernière phase de la vie qui comporte la mort, comme on l'évoquait tout à l'heure par le témoignage de Louis-Marie. Et donc, il y a un autre groupe que je côtoie et que j'accompagne qui vraiment a mis ce sujet-là au cœur du projet pour se dire comment on peut faire pour considérer la personne jusqu'au bout de la vie le plus longtemps possible. Donc là, on a des témoignages de plusieurs groupes qui se disent nous, voilà, on veut se questionner là-dessus, alors que dans notre société, le sujet a tendance à être un peu tabou, ce que nous essayons de lever ici et maintenant. Donc, il y a des groupes qui réfléchissent justement sur certaines maladies spécifiques, comment garder dans les habitats des personnes qui ont des maladies comme l'Alzheimer, où il y a des besoins bien particuliers qui se trouvent. Donc, je trouve que l'habitat participatif est vraiment un lieu de réflexion et de remise en question de nos modes de fonctionnement. Bon, bah, c'était justement ça. Ouais, merci Carole. Ça empiète déjà un peu sur la deuxième partie qu'on avait commencé, où là, du coup, on voit que toi, tu as accompagné des groupes qui étaient déjà en habitat participatif et qui ont fait un autre habitat participatif en monogénérationnel pour vraiment s'attaquer à la question du vieillissement, alors que justement, on disait quand tu as disparu que Louis-Marie et Odile, eux, ils ont fait ça entre copains il y a 30 ans, sans trop se prendre la tête là-dessus. Et du coup, la question, c'était, voilà, maintenant que c'est là, comment vous vous adaptez concrètement au vieillissement au quotidien avec les questions de la dépendance de certains voisins, la fin de vie qui arrive, le vieillissement de l'habitat lui-même aussi, avec effectivement tout le monde qui vieillit. Donc, pour autogérer le lieu, etc., c'est aussi compliqué. Donc voilà, un peu ces questions-là au quotidien aussi. Oui, Marie, peut-être si tu veux commencer. Oui, alors moi, je commencerai bon, au moment la première épidémie de Covid en 2020. Bon, ça nous est tombé dessus comme partout, hein. Et puis il y a une des copines de l'habitat qui rentre, qui bossait souvent à Paris, et qui rentre là, qui apprend dans le train du retour qu'elle était dans une réunion où il y avait des gens qui étaient contaminés. Et donc, en arrivant ici, bon, elle s'est contaminée. Et puis, effectivement, 5 jours après, lui et elle étaient atteints du Covid. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, ça a été naturel. Il y avait déjà des gens assez faibles physiquement dans notre habitat. Et donc, à 4, on s'est réparti les tours de marché, les tours de supermarché, et on déposait les provisions demandées par les uns par les autres devant les portes palières. À l'époque, c'était assez strict quand même. Et puis, euh, et puis on tâchait de désinfecter les mains courantes d'escalier, les boutons d'ascenseur, des trucs comme ça. Euh, et puis, on a eu une difficulté parce qu'on s'est dit, bon, on a hébergé un migrant à ce moment-là et on s'est dit non, on ne peut pas rester là pour le moment. On a trouvé une solution pour lui ailleurs euh, parce qu'on ne voulait pas qu'il soit contaminé et on ne voulait pas le rentrer forcément dans notre logique. Et puis, et puis au bout de 4 semaines, on s'est dit non, ça va, hein. On est des grands. On a enfreint les règles, on a gardé la règle des distances, on a enfreint les autres règles, on s'est retrouvés dans notre salle commune pour partager un dessert, ça nous a fait beaucoup de bien, on a fait comme ça des mini-réunions, ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis, peu de temps après, c'était la saison des cerises et on a partagé des cerises dans notre jardin. Et ça, voilà. Donc, pour dire, oui, on peut prendre en charge collectivement des problèmes de santé. On l'a fait à ce moment-là. Euh, et on le refait maintenant. Parce que pour des raisons différentes, on a tous entre 70 et 80 ans. Il y en a deux qui ont des pathologies assez lourdes, hein. Et donc, question qu'on ne se posait pas quand on a fait ça à 40 ans, ben maintenant on se les pose, hein. Heureusement, quand on a fait notre projet, il y en a un qui a eu un grave accident de bagnole. Et on était en train de dessiner l'immeuble avec l'architecte. Et on s'est dit, bon, on n'a pas les sous, mais
il faut qu'on réserve de quoi faire un ascenseur, parce qu'il y a des logements, au troisième, quatrième, il faut qu'ils soient accessibles. Et donc, on avait réservé la cage béton, et puis quelques années plus tard, on a pu financer, puisque justement, c'était hélas le début de maladie de cancer d'un des copains qui habitait en haut, et il fallait absolument qu'il puisse continuer à être un peu mobile. Et donc, on s'est débrouillé comme on a pu, mais on a installé l'ascenseur à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est des petites choses on a réalisées alors qu'on n'était pas du tout obligé de faire un ascenseur pour un immeuble au dernier palier au troisième étage. Euh, Petite précision, c'est un choix délibéré parce que c'est un choix qui coûte cher d'avoir un ascenseur pour 5 logements simplement. Mais on l'assume en pensant justement que ça permet aux gens de rester le plus longtemps possible chez eux. Voilà, on n'est pas soignant ni auxiliaire de vie, hein. Par contre, ben, on sait très bien que on s'assure que on va sonner chez les uns chez les autres pour s'assurer que tout fonctionne, que tout va bien, hein. Et ça, c'est naturel, hein. Euh, bon, faut reconnaître que de temps en temps, c'est un petit peu lourd. Donc aujourd'hui, euh, eh bien, comme il y a un logement qui est libre, l'annonce qu'on a fait passer, c'est pour essayer de redévelopper de l'intergénérationnel. Euh, bon, on se dit souvent, quand on a emménagé, on entendait les enfants qui dévalaient l'escalier pour filer parce qu'ils étaient en retard pour aller au lycée. On aimerait bien entendre ça un petit peu de nouveau, là, un petit peu de bruit plutôt que nos ronronnements de vieux. Voilà, pour faire simple. Et pour préciser, il y a eu 5 candidatures déjà, tu nous disais tout Et à l'heure. oui, on a déjà 5 candidatures. Donc, Alors, ça intéresse. Les gens voilà. veulent venir. Bon. Et peut-être du coup, pour avoir une autre expérience plus intergénérationnelle du côté d'Anagramme, qu'est-ce que Et, justement pour les voisins indépendants, pour cette question de la fin de vie, vraiment, est-ce que déjà vous en parlez en fait ouais. au quotidien? Est-ce que ça se... Pour revenir sur le côté intergénérationnel, donc chez nous au départ, on était, bon, tu l'as dit, il y avait quelques copains du quartier, bien sûr, mais il n'y avait pas que, hein. Il y a aussi le groupe qui s'est beaucoup constitué autour de gens par des réseaux associatifs de bouche à oreille, mais qui partageaient donc des mêmes valeurs, hein, un même objectif. Bon, ça c'était le début du groupe, mais effectivement, tout le monde avait entre 30 et 40 ans au début du groupe, il y a 33 ans. Et donc, nous, on s'est posé la question, collectivement, on s'est posé la question, qu'est-ce qui va se passer pour les années futures? Il y a une dizaine d'années, on a réfléchi à ça. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va accueillir le vieillissement de notre habitat? Et la première décision qu'on a prise collectivement, c'est de ne pas rester en monogénérationnel. On s'est dit, il faut absolument renouveler notre habitat. Et on a décidé que chaque renouvellement, quand il y aurait des sessions de logement, ça serait pour une famille jeune. Et bon, alors évidemment, ce qui a fait beaucoup rire tout le monde, c'est qu'on est jeune à partir de quand, hein, donc on est jeune jusqu'à quand? Voilà, on va pas refaire le débat ici, mais enfin, c'était quand même l'idée qu'il y ait au moins une génération d'écart. Et donc, ça a été acté collectivement. Et effectivement, les 2 sessions qui ont eu lieu depuis, ça a été pour nous un critère d'accueillir que des familles jeunes. Et on continuera comme ça. Et ça, c'est très important parce qu'on tient à avoir un habitat intergénérationnel et à ne pas se retrouver vraiment, c'est un choix délibéré. Je dis ça parce que c'est intéressant, ça fait un petit peu le pendant aussi avec l'expérience que décrivait Carole. Je pense que voilà, différentes expériences existent et donc c'est tout à fait intéressant de pouvoir en parler. Donc voilà, l'intergénérationnel, c'est chez nous. Alors maintenant, on s'est posé la question de l'adaptabilité des logements, hein, parce qu'ils avaient été conçus, Louis-Marie parlait de l'ascenseur. Voilà, ils ont été conçus quand on était jeune. On s'était un peu posé la question à l'époque, mais à chaque fois qu'on voulait imaginer quelque chose de plus accessible, avec plusieurs portes par exemple, où c'était toujours plus cher. Et pour des raisons économiques, on a un peu oublié ce questionnement-là quand on était jeune. Alors maintenant, ça se pose de façon plus cruciale. Eh bien, par exemple, récemment, il a été décidé pour un logement qui en a fait la demande, qui était en duplex, il a été décidé qu'il puisse faire un agrandissement de plein pied, c'est-à-dire transformer un duplex en un logement sur un plein pied, bien qu'il se trouve au premier étage, mais sur un escalier sur lequel il est aménageable une rampe électrique si un jour c'était nécessaire. Mais le logement est devenu de plein pied. Donc voilà, ça a été une première réponse à une famille qui en faisait la demande pour accessibilité déjà, hein, pour réduction d'accessibilité, voilà, vieillissant, ben, on a de l'arthrose, on bouge moins facilement, etc. Monter au 2e étage devient compliqué
parfois, puisqu'on est sur des logements rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage chez nous. Et donc, quoi dire d'autre? Oui, bah voilà, la question de l'accessibilité, elle se posera. Et alors, en effet, bah, nous, on s'est pas posé toutes les questions. C'est vrai on a parfois organisé des discussions entre nous sur ce thème-là, mais je sens que la question sera à nouveau posée et débattue entre nous pour ben, réaborder des sujets. Comme le disait très bien Carole tout à l'heure, je pense que il y a certains sujets qui sont un peu tabous dans la société et que je pense qu'on aura envie d'aborder la question de la fin de vie, jusqu'à quand, et pouvoir accompagner des habitants, notamment des personnes seules, hein, parce que finalement, nous, on a déjà eu des personnes malades, mais pas voilà, des maladies graves qu'on a accompagnées, mais c'était pas des... Enfin, il n'y a pas eu de fin de vie, par exemple, d'une personne isolée chez nous, alors que dans d'autres habitats, j'ai pu le constater, mais on n'a pas eu cette expérience-là chez nous. Donc voilà, hein, on chemine aussi un petit peu, c'est en avançant aussi qu'on chemine et que les questions se posent et qu'on se les posera. On n'a pas de réponse toute faite pour l'instant. La seule chose, je dirais, qui augure favorablement, c'est que bon, on a l'habitude de parler entre nous, puisqu'on a déjà tous les mois, on a une réunion, hein, voilà, où on parle de tous nos sujets courants. Si on veut présenter un sujet particulier, on le propose, et puis on peut faire une réunion dédiée pour ça. On a également un week-end par mois où on mange tous ensemble et on fait des travaux collectifs. Donc, on a une expérience de vie commune également autour de nombreuses thématiques depuis de nombreuses années. Donc, voilà, on se dit que ce sujet-là, quand il se présente, on l'abordera avec le même souci de bienveillance qu'on a déjà dans la... Enfin, je parlais tout à l'heure de l'isolement, des cas de maladie. On a vraiment expérimenté beaucoup l'entraide autour de nous, hein, les conduites, voilà, quelqu'un qui est malade, et bien simplement proposer une présence, une attention, apporter des repas, conduire, même venir passer la nuit chez quelqu'un qui est malade. On a aussi expérimenté ça. Voilà, des choses qui peuvent se mettre en place et qui peuvent tout à fait constituer une belle matière à poursuivre, quoi, pour des situations, je dirais, voilà, peut-être plus compliquées également dans le temps, hein. Anne, tu parlais de besoin d'aide et de soins. C'est des situations, bah, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Euh, Et peut-être justement, enfin, Anne et Carole, vous qui avez une perspective un peu plus extérieure, Anne, tu as fait plein de terrains de recherche, tu as vu des habitats participatifs en France et ailleurs. Carole, tu as accompagné plusieurs groupes. Est-ce que, bon là, on a Odile et Louis-Marie qui ont l'air d'être des habitats qui prennent en charge le vieillissement, qui y pensent. Mais vous, concrètement, quand vous parlez avec d'autres groupes, c'est quoi les difficultés que peuvent avoir les groupes face à cette question? Est-ce qu'il y en a qui veulent l'ignorer, en fait, et du coup, qui ne sont pas vraiment conscients de l'aventure dans laquelle ils s'embarquent? Ou est-ce qu'au contraire, la plupart des gens sont très conscients, ils y vont pour ça? Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu avoir comme retour de terrain? Anne, tu peux Non, commencer, si ou tu veux, je peux y aller. Ouais. Du coup, sur ce point, bah, du coup, moi là, je parlais de ce projet d'habitat participatif, donc monogénérationnel, qui partent d'une expérience. Entre autres, il y a une toute petite partie du groupe qui ont déjà une expérience en habitat participatif. Donc, eux, pour le coup, leur ressort, leur tremplin, l'initiation en fait du groupe vient d'une réflexion. Donc là, ils sont complètement dans la prise de conscience et la réflexion de se dire bah, comment on va faire pour connaître les maladies des personnes vieillissantes, de comment ça se passe. Voilà. Donc eux, ils sont vraiment plutôt dans le côté, on va prendre le sujet à bras le corps. Dans cet accompagnement, bon, quand on accompagne les groupes, on fait des groupes de travail à l'intérieur du groupe. Bon. Et là, on a créé un groupe de travail spécifique qui s'appelle la paire aidance. C'est eux qui ont choisi le nom. Et je trouve que c'est parfait comme nom par rapport à ce que moi je mettais dedans. C'est-à-dire que je les ai encouragés à vraiment créer un espace de réflexion sur comment ils allaient s'entraider une fois dans le lieu, avec la spécificité ce sont toutes des personnes seniors qui vont peut-être avoir des pertes d'autonomie ou physique ou cognitive
hein, on ne sait pas, voilà, c'est le mystère de la vie. Et donc, du coup, on s'est dit, ça, il faut qu'on en discute un petit peu, même si après, il y a beaucoup de choses qui seront différentes de ce qu'on avait imaginé, mais d'en discuter avant, ça permettait de mettre en place un petit peu des éléments prévenant, encadrant, sécurisant cette phase de la vie. Donc, ce groupe de travail, il a vocation à commencer très tôt, avant même que les habitants soient dans le lieu pour préparer et puis après continuer une fois dans le lieu pour du coup créer de l'interconnaissance en fait entre les habitants, cette interconnaissance permettant justement de faciliter, nous l'espérons en tout cas, ces demandes d'aide et de soins, comme c'était bien dit par Anne Laby tout à l'heure, entre les personnes. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir besoin de quelque chose, mais on ne l'identifie pas forcément soi-même. Et c'est le voisin dont on est presque dans une relation d'amitié, ou en tout cas, on est dans une relation quotidienne, vu que dans ce projet, il y a beaucoup d'espaces communs, on se croise, et c'est le voisin qui va nous dire, tu te rends compte que des fois, tu arrives moins bien à faire ça. Et parce qu'on a créé des espaces de parole, comme l'évoquait Louis-Marie tout à l'heure, on va pouvoir plus facilement se parler de ces besoins qui apparaissent petit à petit dans la vie, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment travaillé par le groupe. Donc là, on a vraiment un groupe qui est conscient et on va même jusqu'à une réflexion qui n'est pas encore aboutie, décidée, mais en tout cas, la réflexion, elle est là aujourd'hui. La question de, à un moment donné, bon, bah, comme dans tous les habitats participatifs, ces habitants, donc qui sont seniors, vont quitter le groupe. Donc là, en l'occurrence, ils vont très probablement quitter le groupe par la mort. Et donc, du coup, il va y avoir une place libre. Et la nouvelle personne qui va venir dans ce groupe, eh ben, on s'est dit que compte tenu que le fonctionnement du groupe s'appuie sur l'interconnaissance, ben, on aimerait bien qu'il y ait déjà eu un bout de chemin fait avec des temps de sociabilité, on va dire, entre les personnes qui sont déjà dans le groupe et les futures personnes qui vont rentrer dans le groupe. Donc, préparer ce temps-là, puisque le fonctionnement du groupe s'appuie vraiment sur l'interconnaissance entre les membres du groupe. Je ne sais pas si j'ai réussi à être claire sur cette explication qui est quand même très spécifique, mais par rapport à la question que Paola, tu posais, j'avais envie de partager ça. Merci Carole. Et du coup, bah, oui, voilà, il est déjà presque 17h, mais du coup, Anne, voilà, de ton point de vue de chercheuse, tout ce que tu as pu voir. Alors, en fait, tout a été dit, donc voilà, donc je vais faire une petite synthèse, hein, et puis rappeler que, en fait, voilà, là, on est face à deux habitats dans lesquels les habitants ont été confrontés, vu l'âge des habitants, à ces sujets. Des habitats qui fonctionnent bien, dans lesquels voilà, il y a du lien, il y a des habitudes de communication, il y a du respect, il y a de la bienveillance. Et donc, du coup, naturellement, effectivement, ces deux habitats, Anagramme et Passage, se sont confrontés au sujet et font ce qu'il faut, ce qui est à faire. Le cas que soulève Carole, c'est un habitat plus récent, si j'ai bien compris, mais qui se constitue sur le projet de vieillir ensemble. Et du coup, là aussi, c'est pareil. Voilà, là, on pose les sujets. Alors, je vais juste rappeler qu'il y a énormément d'habitats qui ne posent pas ces sujets-là parce qu'ils n'y ont pas été confrontés. Et puis surtout, voilà, parce que l'équilibre des âges fait qu'il y a beaucoup de jeunes et peu de gens âgés et qui sont en pleine forme. Et qu'il y a, donc là, on vient de terminer une grosse recherche action participative sur 4 ans, hein, dans des habitats très divers de ce point de vue. Et là, l'un des principaux résultats, c'est de montrer qu'il y a des tabous énormes, des peurs, des angoisses sur la vieillesse, et que donc, en dehors de ces cas-là, qui sont formidables parce qu'on se confronte, parce qu'il faut ou parce qu'on l'a décidé, mais sinon, c'est pas simple du tout. Il y a beaucoup de... Alors, il y a mon chat qui est en train de... Non, c'est pas... Ouais, j'espère que vous m'entendez. Du coup, dans ces... Il y a des peurs, il y a des angoisses par rapport à la vieillesse, et puis donc on ne pose pas le sujet, donc on en a peur. Voilà, ça peut freiner le fait de s'approprier ces questions-là. Et puis l'autre difficulté, c'est la question
Alors, la première difficulté est liée au fait qu'on vit dans une société agiste, hein, où la vieillesse est vraiment très négativement perçue. Vieillesse égale maladie, égale dépendance, donc ça fait peur, donc on n'a pas envie. Et puis l'autre sujet, c'est qu'on vit aussi dans une société alors agiste et individualiste, hein, dans laquelle il faut surtout dépendre de personne, il faut être libre, il faut pouvoir être complètement autonome, en capacité, donc c'est ça qui est valorisé. Et donc, la difficulté, c'est aussi, alors moins de proposer son aide à d'autres, parce que ça, on sait faire, mais la demander et l'accepter, alors là, c'est très compliqué. Et la plupart des gens hein, dans cette recherche nous disent que effectivement, ils auraient des difficultés par rapport à ça. Du coup ça ne facilite pas le fait de se dire on va vieillir ensemble, on va aller jusqu'au bout et on va s'entraider, puisqu'on a peur, hein, et puisqu'on se dit qu'on ne veut pas demander d'aide. Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans ces cas-là, plutôt que d'essayer d'imaginer techniquement, alors quand les groupes hein, comme ça qui ont peur commencent à se saisir de la question, ils se disent bon, ils se réfugient un peu dans la technique. Donc, ben, on va faire un appartement de soignants, on va adapter, voilà. Il est difficile de prévoir exactement de quoi aura besoin quelle personne à quel moment. On ne le sait pas. Hein. Alors, on peut tout imaginer, ça se passera forcément autrement. Donc, nous, ce qu'on retire de cette recherche et ce qu'on a envie de dire, c'est que ce qui est important, c'est la posture, en fait. C'est l'accueil de la vieillesse, des besoins d'aide de soins, de la fin de vie, de l'entraide, de la possibilité d'avoir besoin des autres, donc accueillir tout ça dans sa posture, dans l'éthique du lieu, faire en sorte que on puisse parler de ces sujets, ce qui est le cas Anagramme et Passage et ce qui est le cas dans l'habitat que tu présentes, Carole. Donc se mettre en position, se mettre en posture, en capacité de prendre ces sujets-là en compte. Et du coup, ça va devenir effectivement, entre guillemets, naturel. Moi, évidemment, comme sociologue, j'aime pas trop ce mot naturel, mais si on est dans la bonne posture, si on a les outils de gouvernance adaptés, si on s'écoute, si on se respecte, si on ne prend pas les décisions en oubliant une partie, la minorité, si on a l'habitude de régler les conflits, de ne pas les laisser pourrir, si on essaye d'éviter les jeux de pouvoir, bon, bref, ça fait beaucoup de conditions, hein, mais si on a tout ça, effectivement, on va pouvoir vieillir ensemble, on va pouvoir se confronter à ces sujets et trouver le chemin et les solutions pour y arriver. Voilà, c'est un petit peu, moi, la façon dont je veux, dont je vois les choses au terme de cette recherche. Ouais, et du coup, en t'écoutant, ça me fait dire qu'effectivement, dans les habitats d'Odile et Louis-Marie, ça s'est fait naturellement, mais proactivement. Ils ont créé des espaces de parole pour pouvoir parler de ça. Ils ont été confrontés à des décès ou à des dépendances. Ils se sont dit, bon, maintenant, on fait quoi? Donc, ils n'ont pas laissé le truc comme ça se dérouler et puis on verra ce qui se passe, quoi. C'est que ça n'a pas été pré-pensé, mais quand c'est arrivé, pour le coup, là, ça a été pensé et ils se sont adaptés en fonction, quoi. Enfin, bref. Du coup, peut-être, merci d'abord, hein. Merci à tout le monde et désolé pour les petits couacs de connexion de notre côté, non mais de mon côté aussi. J'espère que vous avez pu suivre. C'est pas du tout fini. Commence la partie intéressante où vous en face, vous avez pas la parole mais les questions. Donc on va avoir, ah voilà, Ludovic qui apparaît. Bonjour, oui, effectivement, on a pas mal de questions. Voilà. On a beaucoup de questions qui ont été reçues. Alors, j'essaie de les trier, de les serrer un petit peu. Du coup, je pense qu'il y a une première question qui pourrait être utile voilà, à repréciser un petit peu. Peut-être que Anne, tu pourrais t'y coller sur la différence, les liens, les complémentarités qu'on fait entre habitat inclusif et habitat participatif. Puisque je vois que du coup, dans les questions, voilà, souvent, les gens parlent de l'un pour l'autre. Voilà. Je pense que du coup, ça pourrait être pas mal de repréciser un peu les choses là-dessus. D'accord. Rapidement, du coup, à l'habitat inclusif, il y a un porteur de projet, un porteur professionnel de projet, une association, souvent en association avec peut-être un bailleur, des élus. Voilà, donc il y a un porteur hein, de projet et on s'adresse véritablement dans une démarche d'inclusion, hein, donc à des personnes, alors soit en situation de handicap, soit retraitées, soit un mélange. Voilà.
Donc ça, c'est la première façon de le faire. Alors moi, l'habitat inclusif, j'aime bien, mais j'ai quelques petites inquiétudes sur la participation du coup, hein, des personnes, puisqu'il y a bien un porteur de projet qui est à la manœuvre et qui parfois, alors il y a des professionnels aussi éventuellement dans les lieux, hein, animateurs, animatrices souvent, gouvernantes parfois. Alors, du coup, voilà, là, on peut se poser la question peut-être de la participation des personnes, mais il y a de très beaux habitats inclusifs dans lesquels elle est prévue. Et puis l'habitat participatif, là, par contre, ça a été bien expliqué. A priori, pas de porteur de projet, ou plus exactement, le groupe d'habitants est porteur, et donc va pouvoir, lui, prendre toutes les décisions. Donc, on est dans un autre cadre. Voilà, pour faire simple. Merci. Peut-être on peut préciser qu'il y a quand même de plus en plus de liens finalement aussi. Alors il y a aussi des réseaux, je dirais un peu associatifs du coup autour des questions de l'habitat inclusif, dont le réseau APA, et qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de projets qui se montent aussi en complémentarité avec du coup un habitat participatif qui va intégrer aussi du coup une logique d'habitat inclusif, etc. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui se reconnecte de plus en plus, effectivement. Ok, on me pose pas mal la question aussi de combien il y a de projets intergénérationnels, combien il y a de projets seniors. Alors, on a une base de données de tous les projets d'habitat participatif qui est sur le site d'Habitat Participatif France. On va vous remettre le lien. Et en gros, on recense aujourd'hui plus de 1000 projets, dont 450 sont aboutis. Et ce qu'on voit, c'est qu'à peu près 2 tiers des projets qui revendiquent du coup une mixité intergénérationnelle. Et là, on le calcule un peu moins précisément aujourd'hui, le nombre de projets qui se revendiquent effectivement d'être plutôt monogénérationnels seniors, mais c'est quelques dizaines à ma connaissance en France. Et peut-être autre question du coup pour toi, Anne, même si j'imagine que ta réponse va être voilà, dire qu'il n'y a pas de réponse idéale non plus, mais j'ai pas mal de gens qui posent la question de la mixité intergénérationnelle, quelle est la bonne pyramide des âges? Et après, ça peut être aussi une question pour Louis-Marie et Odile aussi, parce que voilà, j'imagine que ça, c'est quelque chose qui se règle un peu finement. Mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, entre guillemets, de ton point de vue? Non, oui, oui, moi, effectivement, je dis que il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bonne ou de mauvaise formule. Il y a que des habitats qui fonctionnent bien parce que le projet est clair, quel qu'il soit, monogénérationnel ou intergénérationnel, parce que le projet est clair, parce qu'il est partagé, parce qu'il est discuté, parce qu'on a des outils de gouvernance qui permettent de fonctionner correctement en respectant tout le monde, parce qu'il y a des postures éthiques qui sont justes et qui permettent que tout le monde se sente bien. Voilà, on peut parfaitement décider de mener les choses en intergénérationnel ou en monogénérationnel, en sachant qu'effectivement, si on est en intergénérationnel, la question de l'intégration des jeunes dans un projet de vieillissement, de leur présence dans ce projet, de leur place, du rôle qu'ils peuvent y tenir, en sachant qu'ils ont des contraintes voilà, de temps, de gestion de diverses contraintes en même temps, qui font que peut-être c'est plus compliqué pour eux, mais ça se discute, ça se fait, et ça peut parfaitement fonctionner. Et en monogénérationnel, alors monogénérationnel, qu'est-ce que ça veut dire, hein, mais effectivement, si on a tous exactement le même âge, statistiquement, on prend plus de risques, mais d'avoir les mêmes soucis au même moment, mais pas toujours. Enfin, il y a toujours des décalages de toute façon. Et si c'est ça le projet, si on a décidé de s'entourer des dents et de prévoir plein de choses, pourquoi pas? Et voilà. Et après, habitat senior, où il y a effectivement une génération peut-être de différence entre les plus jeunes et les plus âgés, ça paraît effectivement devoir fonctionner mieux. Mais j'insiste vraiment sur quel est le projet, sur quels sont nos outils pour le mener. Voilà, c'est plus ça finalement que sur le papier, on a prévu ceci ou on a prévu cela, quoi. Qu'est-ce que les gens ont envie de porter, en fait, finalement? Voilà, le collectif d'habitants, comment ils discutent de ça et comment ils se constituent, quoi. On aura de toute façon effectivement un temps de webinaire un peu dédié aussi à cette question, quoi. Alors, il y a une petite question peut-être plutôt pour Odile et Louis-Marie. Vous avez parlé, alors on dit vous avez parlé beaucoup de l'aide des anciens vers les jeunes, mais est-ce que du coup il y a de l'aide des jeunes pour les plus âgés? Peut-être Louis-Marie, du coup, dans ton cas. Non, moi je voudrais juste dire, parce que bon, nous on est sur la même tranche d'âge, donc la question ne se pose pas trop, là, de savoir si lui il est plus vieux que moi, etc. Mais juste une petite chose, entre habitat participatif et habitat inclusif. Là, je pense une des grosses différences, c'est que dans l'habitat participatif, on tend vers une notion d'autorité qui est complètement différente
de ce qu'on peut voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leadership, a priori, dans un habitat participatif. Hein. Euh, les décisions se prennent sur des modèles de consensus, ça va varier d'un habitat à un autre, hein, mais il n'y a pas comme dans un habitat inclusif, quelqu'un qui dit moi je sais et j'avance comme ça. Voilà. Je laisse la parole à Odile. Odile, oui, alors, il y a quelques jeunes du coup dans le projet. Après, je pense que Odile, Oui, tu es dans le mouvement aussi oui. depuis des années, tu connais beaucoup d'habitats participatifs. Voilà, et on aura aussi là, quelque part, de toute façon, un webinaire dédié sur le sujet aussi d'intergénérationnel et de quels sont les liens qui se jouent, etc. Mais est-ce que tu peux t'en dire quelques mots? Mais de quelle façon les jeunes vont pouvoir aider les plus vieillissants la première chose, c'est par l'aide dans plein de trucs physiques. Hein. C'est sûr que quand on fait des élagages d'arbres, ce qui arrive beaucoup, enfin chez nous régulièrement, il y a un travail physique important derrière. Ben, le travail, il est à la mesure à la mesure de chacun. Et là, la place des jeunes, elle est évidente quand il faut trimballer des morceaux de tronc d'arbre sur le fambuche, quoi. Hein. C'est des machins qui sont lourds et tout ça. Donc à chaque fois qu'on fait des travaux, et ben vraiment, on a besoin des jeunes, enfin, on a besoin de tous, mais on a besoin en particulier des jeunes quand il y a des trucs physiques costauds à faire, quoi. Hein. Et on en fait toujours, quoi. Hein. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'entraide entre générations. Euh, Après ça, je dirais au niveau des services à rendre, il y a également beaucoup d'échanges entre les générations. Par exemple, il se trouve que chez nous, c'est un père de famille jeune qui, le dimanche matin, met un message combien de croissants pour qui, quoi, et qui fait la distribution du pain devant les portes. Peut-être que comme il est jeune, il se lève plus tôt que les plus, voilà, parce qu'il a des enfants plus jeunes. Donc, ça fonctionne comme ça, par exemple, c'est un exemple. Euh, mais après ça, je dirais au niveau des services, il y a également, de toute façon, la mutualisation de services, elle fonctionne quels que soient les âges. Hein. Sur l'échange de matériel, tu me prêtes un outil, tu me prêtes une voiture hein, également, tu me prêtes un vélo. Voilà, ça fonctionne quels que soient les âges. Mais alors bon, voilà. Encore une fois, ça ne répond pas peut-être aux questions plus spécifiques de la maladie avancée, la grande dépendance dans l'âge, etc. Quoi, hein. Je réponds peut-être moins à ces points-là. Pardon, oui, Mais oui. je sais que la bienveillance pour ce qui est de faire des courses ou de livrer le pain frais, elle existerait toujours, bien sûr, de la part des jeunes qui vivent ici à l'égard de personnes ne pouvant plus se déplacer du tout. Ok, merci beaucoup. Alors, plus ça va, plus je vois qu'il y a encore des tonnes de questions qui arrivent au fur et à mesure. Donc, je pense qu'on va avoir du mal à toutes les épuiser. Mais en tout cas, je vais au moins essayer de prendre celles qui sont arrivées pendant nos échanges et que j'avais un tout petit peu structuré. Alors, il y a des questions autour de comment se font les projets. Alors, est-ce que du coup, les nouvelles familles, elles sont cooptées? Sinon, comment elles sont choisies? Est-ce qu'il est possible d'intégrer un projet alors qu'on est isolé, qu'on est déjà isolé? Et ça, il y a beaucoup, voilà, je dirais que ça revient assez régulièrement. Donc, on parlera probablement aussi des outils et qu'on peut avoir du coup et qu'on peut proposer en tant que mouvement pour essayer de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, faire des projets, etc. Et puis, on présentera, j'imagine, le réseau aussi, parce qu'en fait, quelque part, le mouvement Habitat Participatif France, c'est un réseau d'acteurs, mais Carole nous en dira deux mots tout à l'heure. C'est un réseau d'acteurs, du coup, effectivement, qui est sur les territoires aussi, et il faut rencontrer les gens. Hein. Voilà, les choses ne sont pas qu'en ligne. Mais donc, du coup, voilà, la cooptation, comment se constituent les groupes? Et j'ai une autre question, comment fédérer un groupe? Est-ce qu'il faut commencer par le groupe ou par le lieu? Avec la crainte, évidemment, que si on a un groupe et puis que le lieu ne convient pas à l'ensemble du groupe, ça finit par casser le groupe. Voilà, un peu ce genre de questions. Je ne sais pas si Odile, tu as des retours d'expérience là-dessus, et puis Louis-Marie aussi, parce que alors Louis-Marie, ce qu'on peut dire, c'est que tu es multirécidiviste de la constitution de collectifs, qui plus est. Oui, je crois qu'on aura chacun un mot à dire sur le sujet. Effectivement, l'expérience montre que quand un groupe se constitue, ça fédère, très souvent, ça fédère le groupe de trouver le lieu. Et d'ailleurs, ça le fédère dans le sens où ça le consolide, mais ça fait aussi apparaître ceux qui sont mordus au projet, qui vont continuer, et d'autres qui partiront parce que le lieu ne leur convient pas. Donc ça, c'est toujours une étape importante. Le fait d'avoir le lieu, c'est quand même une grande étape de la concrétisation du groupe. Après ça, ben, rejoindre un groupe, je dirais, il y a les deux cas de figure. Hein. Soit on souhaite rejoindre un groupe isolé, et là, je te laisserai, ou je laisserai Carole parler du réseau, bien sûr, hein, du réseau de la cartographie en France, et des annonces, des petites annonces qui sont publiées hein, pour faire appel à des habitants qui souhaiteraient rejoindre un groupe ou un autre. Donc là, tout ça, ça existe.
Et puis, l'autre façon, bah, c'est de dire soi-même, je souhaite constituer mon groupe. Voilà, j'ai déjà 2 ou 3 personnes en vue dans mon entourage qui ont les mêmes motivations que moi. Et là, je me lance dans mon projet. Et ce qu'on leur conseille vraiment, c'est bien sûr de se faire accompagner. Et là, Carole nous en dira plus après. Et de partir dans une aventure qui est bien sûr longue, mais extrêmement motivante. Je dirais juste un mot supplémentaire sur la façon d'entrer dans un groupe, cooptation ou pas. Nous, par exemple, notre structure juridique, on est une société civile coopérative. Et donc, pour venir chez nous, et on vend une part sociale. Et il faut qu'il y ait un agrément de l'Assemblée générale. C'est-à-dire qu'un nouvel arrivant doit être agréé par l'Assemblée générale. Et donc, nous, le critère qu'on s'est donné, en effet, c'était l'âge de la... C'est une famille jeune, quoi. C'est grâce à ça qu'on peut renouveler et qu'on peut renouveler l'habitat. Et j'avoue que je conseille vraiment ces structures coopératives. À l'heure actuelle, on parle surtout de la société civile, la SCIA, Société civile d'attribution en jouissance, hein, qui est exactement à l'image de cela. C'est-à-dire qu'il faut un agrément de l'Assemblée générale pour agréer une nouvelle famille. Et c'est voilà, un gros avantage de cette formule juridique. Je laisse la parole pour complémenter à Carole et à Louis-Marie. Tu veux y aller, Louis-Marie? Vas-y, Carole. Du coup, moi, sur ce point de former le groupe avant, après le terrain, tout ça, j'ai un avis un petit peu clair, mais qui est toujours discutable, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est toujours bien de d'abord se dire qu'est-ce qu'on veut vivre entre nous, qu'est-ce qui nous relie, quelles sont nos valeurs communes. En particulier, si on veut justement intégrer la question de la place des seniors dans notre groupe, que ce soit sur un groupe monogénérationnel ou intergénérationnel, si on veut vraiment prendre à bras le corps ce sujet, je trouve que c'est quand même bien de se mettre d'accord dessus, sur tous les sujets des valeurs communes, de l'objectif du projet. Entre autres, il y a après où est-ce qu'on veut vivre, mais c'est vrai que si d'entrée de jeu, on a le terrain et on se dit ah bah c'est chouette de vivre ici, bon ben et qu'est-ce qu'on veut vivre au fait? Je trouve que c'est un ordre moins cohérent pour moi dans ma tête. Donc, je préfère quand même que le cœur, vraiment, ce qui est le plus important, c'est ce qui relie les habitants au niveau de leurs valeurs et qu'après, ils aillent chercher le lieu qui leur correspond et qui leur permet d'avoir un lieu qui leur permettra de vivre ce qu'ils ont défini, plutôt que ce soit un lieu qui va peut-être répondre, mais peut-être pas, à ce qu'ils ont vraiment envie de vivre en termes de valeurs. Donc, moi, j'aime bien quand ils réfléchissent d'abord au projet avant d'aller vers le lieu. Donc, à voir, c'est vrai que ça sécurise. Pardon? J'imagine qu'il y en a un certain nombre de cas aussi où il y a des possibilités de foncier et que c'est un collectif qui se crée aussi sur une opportunité et que du coup, là, le collectif se crée potentiellement aussi en se posant des questions, mais autour d'un... Ouais. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il y a aussi des situations où en fait ça sécurise le projet de voir un foncier. Donc, étant rassuré, bah, les personnes sont plus à l'aise pour effectivement rentrer dans ce temps d'interconnaissance que je dis qu'il est capital. Donc, les deux sont possibles, mais voilà, c'était pour donner un peu de matière à la réflexion sur ce point. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments dans la question. Merci Carole. Bah, après, il y a plusieurs éléments, mais on va y revenir après tous les deux sur en fait, la question de comment, voilà, des montages, etc. Et puis de comment, quelle est la porte d'entrée. Mais peut-être du coup, Louis-Marie, sur ces questions de constitution de groupe, peut-être tu peux nous dire quelques Oui. mots. Non, mais je souscris tout à fait à ce qu'a dit Carole. Je rajouterais juste une chose. Effectivement, c'est plus important que le groupe, avant de réfléchir à un lieu, se dise on a envie de quoi, hein, et puis écrivent individuellement et collectivement ce qu'ils ont envie de faire. Euh, et puis après, quand le lieu est trouvé, on constate, qu'est-ce qu'on constate souvent? Eh bien, qu'une partie effectivement s'en va, mais que le groupe se retrouve très vite au complet parce qu'il a déjà des valeurs et qu'il peut les afficher et que c'est plus facile de trouver des gens qui ont envie de participer à cette expérience. Voilà. Donc, bon, moi, je dis aux gens qui viennent nous solliciter ici dans la région grenobloise, bon, ce sera dur de trouver un lieu, ça c'est clair, hein, mais c'est pas la première chose à faire. Voilà. Alors, en tout cas là, dans la réflexion telle que vous l'annoncez, c'est vrai que ça suppose aussi qu'il y ait déjà effectivement un collectif, que les gens soient déjà connectés en réseau, et on va y venir. Et donc, en tout cas, c'est vrai que je vois bien que dans les questions, il y a beaucoup
de personnes qui sont soit qui sont pas en collectif, qui disent bah voilà, j'ai 60 ans, je suis trop jeune pour être senior, mais pas assez jeune pour les projets en cours. On voit bien globalement que, comme je le disais, enfin comme le disait Paola tout à l'heure en introduction, on a toujours constaté que dans les projets d'habitat participatif, on a une très forte demande des seniors, et donc on sait pas toujours, enfin, on a globalement une difficulté à accueillir l'ensemble des seniors qui veulent arriver dans les projets d'habitat participatif, et c'est bien l'objet d'ailleurs des programmes d'habitat participatif France et du travail qu'on fait, notamment avec les caisses de retraite, en particulier avec Malakoff Humanis, du coup d'essayer de créer des possibilités d'habitat participatif plus nombreuses et de mettre en place des dispositifs qui permettent d'aider à faire émerger les projets. Et donc du coup, quand on est en tout cas pas déjà connecté, etc., Carole, est-ce que tu peux peut-être nous dire deux mots voilà, comment on se met en lien et comment le réseau, le mouvement Habitat Participatif France, les accompagnateurs, comment quelque part, justement, on reste pas tout seul, quoi. Ouais. Ben oui, effectivement, pour nous tous autour de la table ici, c'est très important ce fonctionnement de réseau. Là, on est un peu partout dans toute la France, ici représenté autour de la vidéo. Et en fait, il y a le mouvement Habitat Participatif France qui regroupe plein d'associations locales. Donc, on essaye qu'il y ait des associations locales qui représentent ce mouvement sur tout le territoire pour qu'à peu près tout le monde puisse trouver près de chez lui une association locale. Donc, vous trouverez ces associations locales sur le site du mouvement Habitat Participatif France. Je pense qu'il va y avoir le petit lien dans la discussion qui va apparaître dans quelques instants. Et dans le mouvement Habitat Participatif France, il y a aussi effectivement le réseau des accompagnateurs de projets d'habitat participatif qui là vont pouvoir répondre aux besoins des collectifs qui ont déjà fait un bout de chemin auprès des associations dans le mouvement Habitat Participatif France et qui commencent déjà à avoir une première structure, une réflexion sur le souhait de projet qu'ils ont et qu'ils se retrouvent un petit nom. Et donc là, ils peuvent se dire, bah, tiens, maintenant, on veut s'organiser plus concrètement. On veut savoir comment contacter nos partenaires, on veut mieux structurer notre projet. Et donc là, ils vont pouvoir aller vers les accompagnateurs de projets d'habitat participatif pour peut-être faire des séances du coup individuellement avec un accompagnateur spécifiquement pour leur groupe. Voilà, je ne sais pas si Ouais. je dis d'autres choses là-dessus, non? Enfin, c'est ça. En tout cas, effectivement, il y a un certain nombre du coup d'associations, de contacts, d'accompagnateurs qui sont voilà, plutôt dans des démarches d'essayer de faciliter les choses, évidemment. Et puis nous, on a un certain nombre d'événements également, et notamment, je commence à le glisser dès maintenant, on aura les rencontres nationales de l'habitat participatif qui tiendront à Rennes cet été du 5 au 6 juillet, si je ne fais pas d'erreur de date, enfin, du 4 au 6 juillet. Donc c'est typiquement le genre d'endroit où effectivement on rencontre aussi beaucoup de monde parce que c'est vrai qu'il y a besoin de se rencontrer. On voit bien, enfin, il y a beaucoup de questions justement qui sont très techniques et qu'on pourrait te poser en particulier, Carole. Ce que disait Odile tout à l'heure, c'est bon, voilà, il y a des montages en SCIA. J'imagine que c'est pas encore tout à fait clair pour tout le monde dit comme ça, mais d'une part, on se rassure un petit peu, c'est que le prochain webinaire du coup qui aura lieu en novembre essaiera de dégrossir ces questions-là pour donner un peu des grandes idées sur la question. Ce qu'on peut quand même peut-être dire, c'est qu'il y a de l'habitat participatif, effectivement, où on devient propriétaire de son logement ou sociétaire de son logement. Il y a de l'habitat participatif où on peut être dans une logique de coopérative d'habitants. Et il y a de plus en plus de projets aussi qui sont menés en partenariat avec des organismes HLM, ce qui permet, y compris à des personnes qui n'ont pas forcément les capacités de devenir, parce que j'ai quand même des questions en ce sens, qui n'ont pas les capacités de devenir accédants de leur logement, qui peuvent du coup être dans une logique de location sociale, y compris en ayant une démarche participative et dans lequel d'ailleurs il n'y aura pas forcément que des gens en locatif social, mais dans lequel il y aura une mixité de statuts d'occupation, ce qui est aussi quelque chose qu'on revendique au sein du réseau Habitat Participatif France. Voilà, on peut dire quelque chose par rapport à ça, Carole, même si effectivement on va largement y revenir sur la prochaine. Oui, bah oui, puis tu as bien dit les choses, c'est bien clair ce que tu présentes. L'idée, c'est surtout de se dire que faut pas partir sur l'idée que c'est pas possible. Il faut surtout se dire qu'il y a plein de montages possibles. Il y a des acteurs, des bailleurs sociaux qui aujourd'hui prennent vraiment en considération ce sujet-là des seniors, la place des seniors dans notre société et qui sont mobilisés pour
travailler sur des projets d'habitat participatif avec, comme le disait tout à l'heure Anne Laby, l'attention à la participation dans le projet, dans l'opération immobilière. Alors pour eux, c'est une innovation parce qu'ils ont l'habitude de faire des opérations tout seuls. Et là, ils se questionnent sur comment ils intègrent les habitants, la place des seniors dans leur projet. Et donc, entre autres, le projet dont je parlais tout à l'heure a pour objectif d'être vraiment locatif, c'est leur choix. Et ils sont en train de rechercher leur bailleur et promoteur social. Donc, il y a des acteurs qui se mobilisent. On a aussi un soutien de la caisse des retraites dans ces démarches qui se développent, qui se met en place. Nous échangeons nous-mêmes pour structurer ces soutiens pour permettre au projet de se développer. Ouais, on peut dire aussi effectivement là-dessus que l'Agir Carco, donc la caisse de retraite complémentaire, vient voilà, de mettre en œuvre un nouveau dispositif qui permet de venir soutenir notamment le financement des espaces communs, alors des habitats participatifs d'une part, mais également des habitats participatifs. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est tout nouveau, tout frais entre guillemets, puisque ça date du début d'année et ça se met en place. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui peut venir aider effectivement à conforter des budgets qui sont un peu parfois contraints. J'ai pas mal de questions là-dessus sur la question de l'augmentation des prix de l'immobilier. Est-ce qu'on peut trouver des subventions? Voilà, donc il n'y a pas de. C'est vrai qu'il y a à la fois les sujets du logement social. Quand c'est du logement social, il peut exister des subventions, mais voilà, il commence à y avoir de plus en plus de dispositifs et de soutien des caisses de retraite pour effectivement ce genre de projets qui permettent d'accompagner aussi les personnes dans leur vieillissement. J'avais une petite question sur l'éco-construction. Alors, c'est un peu relié. Ben, voilà, c'est Catherine qui nous dit, est-ce que les projets immobiliers, du coup, se font en éco-construction? Est-ce que, du coup, ça génère un surcoût plus important qui empêche l'accessibilité aux retraites modestes, notamment des femmes seules? Voilà, on a ce genre de questionnement aussi. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais en tout cas, peut-être le lien à l'écologie et comment, effectivement, ça s'adapte au budget des gens du groupe, quoi. Tu veux en dire un mot, Carole? Ah, ok. Pardon. Oui, oui. Non, après, c'est vrai que souvent dans les groupes, dans l'habitat participatif, comme on disait, il y a beaucoup cette réflexion sur la société, il y a cette velléité à avoir des projets écologiques. Et ce que je vois, moi, dans le groupe par rapport aux difficultés économiques actuellement, dans les groupes, en fait, la réflexion, elle se pose peut-être moins sur des choix qui peuvent être coûteux envers de certains matériaux, on va dire biosourcés, mais surtout sur des choix qui permettront que lors de l'utilisation du bâtiment, concernant la maintenance, mais surtout l'usage, quand on utilise le bâtiment, que du coup les coûts diminuent pour que les foyers du coup puissent bien effectivement financer leur part de loyer ou leur part d'apport suivant leur modalité de montage juridique. Donc là, on a des orientations pour économiser des ressources, les ressources d'électricité ou les ressources en eau aussi. Donc les choix écologiques avec la circonstance économique actuelle se tournent vers plus des procédés d'économisation de ressources plus que vers des matériaux plus qualitatifs. Oui, moi j'ai envie de rajouter juste un petit truc, alors c'est peut-être un peu iconoclaste, mais tant pis. Euh, Quand on a fait notre habitat au Beaucillon il y a 30 ans, bon, on avait tous des enfants qui étaient en début de période étudiante, donc on n'avait pas des moyens euh, sans limite. Et l'architecte avec lequel on a travaillé, ben, il a répondu à ce qu'on lui demandait. Et donc, notre habitat, c'est du béton, du polystyrène, du PVC. Voilà. Donc, c'est pas écolo du tout, hein. Sauf que les gens qui sont à l'intérieur ont eu une démarche collective de responsabilité dans cet habitat. Résultat, il n'y a jamais l'éclairage de la cage d'escalier ne reste jamais allumé, bloqué, parce que tiens, pourquoi c'est encore allumé? Bon, tout le monde réagit à ce genre de choses. Et puis les chaleurs d'été, eh bien, on s'est dit allez, on fait pousser je sais plus comment ça s'appelle, une glycine sur notre façade sud. Eh bien, voilà, ça apporte un peu de rafraîchissement l'été parce que notre façade sud est assez couverte par cette glycine. Voilà. Il y a aussi cette logique de responsabilité des habitants. Excusez-moi, c'est le téléphone fixe.
Bon, ce que j'entends en tout cas, c'est que la question de l'écologie, elle est quand même globalement présente dans beaucoup de groupes. Après, chaque groupe a sa couleur, justement, chaque Ouais. collectif voilà, a sa propre couleur là-dessus. Mais les arbitrages, ils peuvent être en généralement plutôt faits de façon à ce que l'ensemble du groupe puisse intégrer le collectif d'une façon générale, quoi. J'aimerais que les gens puissent rester. Ok, il est 17h28, il y a encore pas mal de questions, mais on va en garder un peu pour les prochaines sessions de webinaire de toute façon. Voilà, j'avais l'habitat inclusif pour personnes âgées comporte des aides financières, comment les rendre plus participatifs. Donc il y a des aides effectivement qui commencent à se développer spécifiquement pour l'habitat inclusif, notamment sur la question, ce qu'évoquait Anne, la possibilité du coup d'avoir des personnes qui sont là plutôt en charge de l'animation du collectif, etc. L'habitat participatif, s'il répond aux normes, enfin, comment dire, s'il répond en fait aux besoins de l'habitat inclusif, etc., il peut également demander et disposer de ces aides. Hein. C'est pas quelque chose qui est, enfin, c'est comment dire, c'est quand même très poreux cette frontière encore une fois entre l'habitat participatif et l'habitat inclusif. On va s'arrêter là parce que du coup, je vais laisser la parole à Paola pour conclure ce premier webinaire et puis on se garde effectivement beaucoup de questions pour les prochaines sessions. Hop. Oui, ben on va pas. Voilà, effectivement, on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de questions. Mais du coup, pour pas vous retenir plus longtemps, d'abord, merci. Merci à toutes et tous d'avoir été si nombreux à assister à ce premier webinaire. Et puis, merci aux panélistes d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir nourri ces échanges. Je pense que c'était vraiment une bonne entrée en la matière. Du coup, vous inquiétez pas, il y a vraiment 4 autres webinaires qui vont arriver assez rapidement. Un premier webinaire en novembre, enfin un second du coup sur habiter en habitat participatif, pourquoi pas, mais c'est quoi la porte d'entrée? Donc là, ça va être vraiment rentrer dans le dur et comprendre comment on fait pour monter son habitat, etc. Ensuite, il va y avoir un autre, voilà, c'est en train de s'afficher sur la conversation. Un autre, le troisième, l'habitat participatif pour aller ensemble jusqu'au bout, en janvier. Ensuite, en février, l'habitat intergénérationnel au-delà de la fausse évidence. Et puis enfin, en mars, l'habitat monogénérationnel vers l'habitat inclusif, point d'interrogation. Donc, vous voyez que c'est plein de petits sujets qu'on a brossés aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le détail et d'échanger davantage tout au long de ce cycle. Aussi pour vous dire que dans le cadre du programme Senior, on a un groupe de contribution. Donc, c'est un groupe d'habitants, de futurs habitants, de curieux qui se réunit en visio une fois tous les 2 mois. On vous enverra les informations là-dessus par la suite du webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera très content de vous accueillir. Et puis, pour vous dire qu'il y aura un petit mail voilà, récapitulatif de tout ça qui va vous être envoyé avec un replay du webinaire, avec aussi bon, alors, la petite vidéo que vous avez vue sans son. Il y aura ce lien-là, mais il y aura aussi le lien du documentaire dans son intégralité qui s'appelle Les voisins heureux, qui dure 40 minutes, qui est vraiment très chouette et que je vous encourage à aller voir. Et puis aussi les quelques photos des 2 habitats dont on a parlé aujourd'hui, Anagramme et Le Passage, que vous n'avez pas pu voir non plus, mais que vous verrez du coup par mail. Voilà, et ben je pense que c'est tout et qu'on peut on peut se quitter là-dessus et se revoir très vite. Merci, merci tout le monde. Et Merci à tous les intervenants. Merci. Bon. Bonne journée.